Bon voilà, je m'en souviens comme si c'était hier, quand j'avais 8 ans, j'ai acheté avec mon propre argent mon tout premier album, et cet album c'était Dangerous de Michael Jackson. Je me souviens avoir contemplé la pochette durant tout le trajet du retour, avoir lu le carnet à l'intérieur 100 fois et avoir écouté en boucle l'album, encore jusqu'à aujourd'hui. Du coup, rien que pour ça, ce taps j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur la plus grande et la dernière star de l'histoire. Bon, en général, tout le monde le sait, le père de Michael Jackson, Joe Jackson, était plus que dur avec lui. Il le frappait souvent à coups de ceinturon, lui disait régulièrement qu'il était laid à cause de son acné et l'appelait souvent gros nez, ce qui le poussa plus tard à faire autant de chirurgie esthétique pour l'affiner. Et ce que les gens ignorent un peu plus, c'est la fameuse histoire du masque. Lorsque MJ était enfant, la famille Jackson vivait dans cette minuscule maison à Gary, dans l'Indiana. Pour la petite histoire, cette maison était située au 2300 Jackson Street, ça s'invente pas. Bref, un soir, le petit Michael oublie de fermer la fenêtre de sa chambre et pour lui donner une bonne leçon, son père met en place un petit stratagème diabolique. Il met un masque de monstre, va à l'extérieur et entre dans la chambre par la fenêtre ouverte avant de se jeter sur Michael en criant. Toute cette mise en scène avait pour but de le faire réfléchir sur les conséquences de son acte. Cet épisode le marquera pendant plusieurs mois et occasionnera plusieurs cauchemars et pipi au lit. Encore une fois, un coup pas très cool venant de son père, mais la question que je me pose c'est, était-il vraiment nécessaire de mettre un masque ? Alors, quand on dit Moonwalk, forcément, tu penses à Michael Jackson. Pourtant, le premier type à avoir dévoilé au grand public ce pas de danse, ce n'est pas lui, mais un certain Bill Bailey en 1955, comme on peut le voir sur cette délicieuse archive. Pour le reste, MJ avoue s'être pas mal inspiré de notre fameux Mime Marceau, qu'il idolâtrait, et avec qui il aurait aimé faire un spectacle. Michael Jackson n'en reste pas moins l'un des plus grands danseurs de l'histoire, avec son propre style reconnaissable entre mille, au point d'obtenir le respect et l'approbation du patron. En 1983, au Pasadena Civic, il réalise pour la première fois son moonwalk à la télévision, et devant son écran, Fred Astaire est tellement subjugué par les pas de danse de Michael Jackson qu'il décide de l'appeler après le show. Il lui balance plusieurs compliments, ce qui a le don de complètement chambouler MJ, qui n'en croyant pas ses oreilles, file en vitesse aux toilettes afin de vomir d'excitation. Ce qui lui fait un sacré point commun avec Dominique Farrugia. Quand je suis content, je vomis. Dans les années 80, les fans de Freddie Mercury et de Michael Jackson avaient un rêve, voir ces deux immenses stars collaborer. Et ce rêve a failli se réaliser. En 1983, ils se rencontrent pour la première fois aux États-Unis et décident d'entrer en studio pour enregistrer quelques titres en duo. Les choses se passent plutôt bien avant qu'une mésentente assez fantaisiste ne vienne mettre fin au projet. À cette époque, Michael Jackson fait l'acquisition d'un lama qu'il adore et qu'il emmène un peu partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout car il décide de le ramener avec lui en studio. Ce qui a le don d'agacer Freddie Mercury qui un jour appelle son manager en lui disant « Mec, faut que tu me sortes de là, le mec il ramène son lama dans le studio. » Ce projet est donc stoppé net en plein milieu, mais voici quand même un court extrait d'un de leurs rares morceaux produits ensemble et non achevés. Voilà, gardez bien en tête que ce morceau a été enregistré avec un lama dans la même salle. En 1983, toujours, Michael Jackson signe un contrat de 5 millions de dollars avec Pepsi, ce qui est à l'époque mirobolant. La première pub est un succès, mais la deuxième, un an plus tard, va complètement changer sa vie. Lors d'une prise, un engin pyrotechnique explose juste au-dessus de sa tête, et les étincelles créent vite des flammes dans sa chevelure. Du coup, grosse panique sur le plateau, et Michael Jackson est envoyé en urgence dans un hôpital, spécialisé dans la prise en charge des grands brûlés. Car les dégâts sont terribles, comme on peut le constater sur ce rare dossier médical d'époque, que seule une émission comme Tabs peut vous trouver. Mais la vraie info, c'est qu'à cause de cet incident, MJ dut porter pour le reste de sa vie une perruque. Ce qui fait qu'à partir de 1984, à chaque fois que tu voyais Michael Jackson, en fait c'était une moumoute qu'il portait. Les brûlures empêchaient la repousse des cheveux et l'autopsie pratiquée sur son corps en 2009 a recensé la présence d'une perruque. Et savoir que le roi de la pop en portait une en permanence est un vrai message d'espoir pour tous les trentenaires qui ont un début de calvitie. Alors, Michael Jackson ne faisait rien comme les autres et son statut de star mondiale a alimenté pendant des années les rumeurs les plus folles. Durant des décennies, les médias ont pensé qu'il dormait dans une capsule à oxygène pour vivre jusqu'à 150 ans, qu'il se faisait blanchir la peau, qu'il avait le pouvoir de parler aux animaux, qu'il était vierge ou encore que c'était un extraterrestre venu tout droit de l'Égypte antique, comme le prouverait cette vieille statue
assez troublante, je dois le dire. Mais parmi toutes ces folles rumeurs, il y en eut une qui se rapprocha légèrement de la réalité. Michael Jackson, en bon fan de cinéma, avouait avoir vu plus de 35 fois dans sa vie le film de David Lynch, Elephant Man. MJ était complètement fasciné par cette histoire vraie, celle de cet homme, Joseph Merrick, qui était atteint d'une difformité extrême. Michael Jackson se sentait proche de lui et la rumeur à l'époque disait qu'il possédait l'intégralité de ses ossements, ce qu'il démentit lors d'un interview en 1993 avec Oprah Winfrey. Mais pour être précis, et selon une enquête de la BBC, il a bien failli les obtenir. En 1987, il contacte le Royal London Hospital et leur explique qu'il est prêt à leur offrir $1 million pour récupérer les ossements, proposition qui sera catégoriquement refusée par les Anglais. Au final, il acheta quelques mois plus tard pour $1,5 million, l'Oscar du meilleur film pour Autant en emporte le vent. Moins encombrant et un peu moins glauque aussi. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. S'il y a bien une chose que Michael Jackson adorait, j'y reviendrai plus tard, c'est les animaux. Et le plus connu d'entre eux fut bien évidemment son chimpanzé, Bubbles. En 1984, il le sauve d'un centre de recherche et d'expérimentation sur les animaux, et très vite cet adorable petit singe devient son plus fidèle compagnon. Ils dorment dans la même chambre, utilisent les mêmes toilettes et passent leurs journées et leurs nuits ensemble. Michael lui apprend le moonwalk et l'emmène avec lui à travers le monde lors du Bad World Tour, allant même jusqu'à imposer sa présence lors d'un thé avec le maire d'Osaka, au Japon. En 2003, Bubbles devient un chimpanzé adulte et malheureusement, comme souvent dans ces cas-là, il commence à devenir agressif et représente désormais un danger pour Michael Jackson. Ce dernier décide donc, l'âme en peine, de le placer dans un sanctuaire dans lequel Bubbles tentera de se suicider quelques semaines plus tard. Car oui, certains spécialistes pensent que les singes sont assez intelligents pour passer à l'acte lorsqu'ils ressentent une intense tristesse. Alors aujourd'hui, Michael Jackson n'est malheureusement plus de ce monde, mais figurez-vous que ce cher Bubbles, lui, est encore en vie. Il a aujourd'hui 34 ans et coule des jours paisibles dans ce même sanctuaire basé en Floride, où il s'adonne à ses deux passions, la peinture et la flûte. Et oui, peinture et flûte, là où toi tes seules passions c'est FIFA 18 et les Marseillais. Médite là-dessus. En 1989, Sega s'offre une retentissante exclusivité en proposant à ses fans un jeu, Moonwalker, dans lequel Michael Jackson est le héros. Le titre sort sur Game Gear, Master System et Mega Drive et reçoit dans l'ensemble des critiques plutôt positives. Ce que les fans ignorent un peu plus, c'est que l'aventure avec Sega a failli reprendre 5 ans plus tard. En 1994, Yuji Naka lui propose de réaliser les musiques de son prochain jeu, Sonic 3. Notre cher MJ est emballé et se met au travail avec une équipe de 5 personnes, avant que ce fameux projet ne se stoppe brutalement en plein milieu de sa réalisation. Depuis, deux versions existent, celle expliquant que Sega aurait souhaité tout arrêter en cours de route suite au procès pour attouchement sur un mineur de Michael Jackson, et l'autre expliquant que MJ aurait été déçu par les capacités limitées de la Mega Drive à reproduire de manière optimale les titres qu'il avait enregistrés pour elle. Au final, il ne sera jamais crédité au générique, même s'il n'en reste pas moins que cette musique ressemble fortement à Smooth Criminal, et celle-ci à Jam. Sinon, pour ceux qui auraient rêvé d'une collaboration MJ-Nintendo, sachez qu'un fan a créé une version de Punch-Out dans lequel on peut prendre part à un combat entre Macaulay Culkin et le roi de la pop. Très tentant. Mon esprit est déjà parti en yoku. Le 10 février 1993, Michael Jackson reçoit chez lui Oprah Winfrey pour une interview, lui qui n'en a pas donné depuis 14 ans. L'entretien est suivi par plus de 90 millions de personnes dans le monde et chacune d'entre elles attendent que le roi de la pop s'exprime enfin sur les innombrables rumeurs qui courent sur lui et que j'ai citées précédemment. Oprah pose toutes les questions qui fâchent, Michael s'en sort plutôt bien et renvoie aux téléspectateurs l'image d'une personne sensible, touchante et profondément gentille. La suite par contre est, comment dirais-je, fantaisiste. Une fois Oprah et son équipe partis, Michael Jackson ferme la porte, se retourne et pisse tranquillement sur le tapis de l'entrée avant de monter dans sa chambre dans le plus grand des calmes. Cette histoire a été rapportée par plusieurs de ces dames de ménage qui ont assisté à la scène ainsi que par son cuisinier personnel. Alors, comment vous dire, moi par exemple dans ma vie de tous les jours, il m'arrive de faire des trucs un peu foufou, comme par exemple manger le dernier yaourt et laisser le carton vide dans le frigo. Mais là, on atteint un niveau de je m'en bats les couillisme hyper extrême. Le mec pisse par terre chez lui sans pression. Du coup, petite astuce pour tous les mecs. La prochaine fois que votre meuf vous fera chier parce que vous avez laissé traîner un truc, répondez-lui: attends, Michael Jackson, il pissait par terre chez lui. Alors franchement, on me prend pas la tête pour un truc comme ça. Il y a peut-être une chance qu'elle sache pas quoi répondre. Comme vous pouvez le constater sur ces photos, Michael Jackson collectionnait pas mal de jouets et sa consommation de films était faite presque exclusivement de dessins animés. Et il y en avait un qu'il affectionnait par-dessus tout, les Simpsons. MJ était tellement fan qu'en 1991, il appela le créateur de la série, Matt Groening, afin de lui demander un petit rôle incognito. Ce dernier accepta avec plaisir et c'est comme ça qu'il doubla quelques mois plus tard la voix du personnage Léon Komposky. Hello?
Who is this? I'm Bart Simpson. Who the hell are you? I'm Michael Jackson. The Michael Jackson? Pfft, no way. It's true. I'm with your father in a mental institution. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car Michael promet d'écrire une chanson pour Bart, tout en prédisant qu'elle deviendra un gros tube. Matt Groening ne le prend pas au sérieux, se dit que c'est une blague, avant de recevoir de lui quelques semaines plus tard une chanson intitulée Do the Bartman. Oh yeah. Stick to a body. Alors, comme vous avez pu l'entendre, la patte de Michael est pas mal reconnaissable, mais malheureusement ce titre passa complètement inaperçu. Et pour finir cette info en beauté, je vous ai trouvé une vidéo perso de Michael assez rare, trouvée chez lui après sa mort, où il exécute de manière plutôt correcte le fameux To de Homer. Alors, parmi toutes mes recherches, j'ai trouvé pas mal de trucs assez ouf, mais le truc le plus dingue, c'est probablement cette histoire. Au début des années 2000, Russell Crowe devient une star mondiale suite au succès de Gladiator et est obligé de choisir un nom d'emprunt lorsqu'il séjourne dans un hôtel. Ce nom d'emprunt, c'est Mr. Wall, ce que ne va pas manquer de découvrir Michael Jackson. Pendant 2-3 ans, il s'amusa à faire des canulars téléphoniques à Russell Crowe, peu importe où il se trouvait dans le monde. Est-ce que Monsieur Mur est dans sa chambre? Car dans une chambre, il y a 4 murs? Je comprends pas. Ce truc durera 3 ans et la chose la plus incroyable, c'est que Russell Crowe et Michael Jackson ne s'étaient jamais rencontrés auparavant et qu'ils ne se sont par la suite jamais rencontrés. Un jour, Russell Crowe croisa un ami proche de MJ et lui demanda pourquoi il faisait ça. Ce à quoi il répondit: ah, t'es pas au courant, Michael il fait souvent ça, il le fait à 2-3 autres stars aussi. Assurément l'histoire la plus cool de Stabs. Does whatever a spider can. Michael Jackson était un grand enfant et comme la plupart des petits garçons aux États-Unis, il était un fan inconditionnel des super-héros. À tel point qu'en 1999, il tenta d'acheter Marvel, on peut le voir ici en train de négocier avec Stan Lee, dans le seul but de jouer un jour le rôle de Spider-Man. MJ pensait qu'il était le seul à pouvoir interpréter avec justesse le personnage de l'homme araignée, mais Stan Lee refusa de lui céder les droits, après une cour assidue. Néanmoins, il lui demanda s'il était possible de jouer un jour le personnage de Morph des X-Men, ce qui lui fut également refusé. Très dur à la négociation ce Stan Lee. Et les refus se succèdent car en 1994, il demanda à jouer le personnage de l'homme mystère dans Batman Forever, rôle qui ira finalement à Jim Carrey. Au final, Michael Jackson eut quand même un caméo dans Men in Black 2, mais surtout, et ça peu de gens le savent, il joua en 2003 dans un terrible navet de série B, passé complètement inaperçu, nommé Miss Castaway, dans lequel il jouait un agent secret envoyé par le Vatican. Bref, c'était bien de la merde. Dur la vie d'acteur. Alors, pour revenir brièvement sur ces procès liés aux accusations pour attouchement sur mineurs, faut savoir qu'il y en a eu deux. En 1993, Evan Chandler accuse Michael Jackson d'avoir eu un rapport avec son fils, Jordan. Finalement, cette affaire se règle en dehors d'un tribunal et MJ verse à la famille 20 millions de dollars pour acheter son silence. Après la mort de Michael, Jordan avouera que son père l'avait obligé à mentir pour obtenir de l'argent et quelques mois après cet aveu, ce même père se suicidera chez lui d'une balle dans la tête. Le deuxième procès eut lieu en 2005 et cette fois-ci, une femme nommée Janet Arvizo accusa Michael d'avoir eu une relation avec son fils de 13 ans, Gavin. MJ sera complètement innocenté et il sera prouvé que la mère était une habituée des plaintes calomnieuses et des escroqueries. Bref, là où je veux en venir et la grosse info que je vais vous livrer, c'est qu'en cas d'accusation, le frère de Michael, Jermaine Jackson, avait tout prévu pour son évasion. Le jour du verdict, il avait loué un jet privé qui était censé emmener Michael au Bahreïn où il aurait été reçu et protégé par le fils du cheikh, Abdullah bin Ahmad Al Khalifa. L'extradition vers les États-Unis étant impossible, il aurait pu couler des jours heureux là-bas tout en évitant la prison que Michael craignait par-dessus tout par peur de ne pas pouvoir tenir, enfermé derrière des barreaux. Finalement, MJ fut donc innocenté, mais complètement ruiné et sali, et ça, on s'en évade pas. Ça l'affaire. Pour resituer, Michael Jackson a eu 3 enfants, Prince, qui est le fils de Debbie Rowe et d'un donneur anonyme, Paris, fille de Debbie Rowe et d'un donneur anonyme également, et enfin Blanquette, qui lui est le vrai et seul fils biologique de Michael, et qui aurait pour mère une infirmière mexicaine qui a été payée 20 000 dollars pour porter son enfant. Blanquette étant connu comme le fameux bébé qui avait été montré dangereusement à une foule berlinoise en 2002. Ses enfants vivaient pratiquement reclus chez lui, et MJ prenait soin de cacher systématiquement leur visage lors de chaque sortie, craignant des enlèvements et une demande de rançon. Du coup, très peu de gens savaient à quoi il ressemblait, ce qui a occasionné une situation plutôt cocasse en 2008, et cette histoire a été racontée plus tard par sa fille, Paris. Cette année-là, les 3 enfants en ont marre de passer Halloween enfermés chez eux et demandent à leur père de le fêter à l'extérieur, comme les autres enfants. Michael hésite mais finit par accepter. Il accompagne alors ses 3 enfants, sonne à plusieurs portes, et aussi incroyable que cela puisse paraître, personne ne les a reconnus, les gens pensant certainement qu'ils avaient affaire à un père déguisé en Michael Jackson. Ce que l'on peut appeler un Halloween miracle.
Alors, en travaillant sur ce tabs, j'ai été complètement fasciné par Neverland, et ce lieu unique méritait bien un chapitre spécial un peu plus long que les autres. En 1983, Michael Jackson découvre pour la première fois ce lieu, alors appelé Sycamore Ranch, puisqu'il y tourne un clip avec Paul McCartney, Say Say Say. MJ est complètement fasciné par l'endroit et mettra 5 ans à convaincre le propriétaire de lui vendre son ranch pour 17,5 millions de dollars. Une fois les clés en main, il y installe d'abord un zoo dans lequel on pouvait trouver des girafes, des éléphants, 2 tigres, des singes, des pythons, des boas ou encore des lamas. En 1990, il passe à la vitesse supérieure et décide d'y ajouter un parc d'attractions qu'il co-dessine et imagine avec Macaulay Culkin. L'endroit est renommé Neverland et possède même sa propre map. On y trouve alors plusieurs attractions, des toboggans, des manèges, des autotamponneuses et même un train et sa gare, dans laquelle on pouvait se rassasier en bonbons et popcorn. Mais ce n'est pas tout, Neverland avait aussi une grande salle de cinéma, un vidéoclub, une salle d'arcade, une immense piscine, un terrain de tennis, un studio d'enregistrement et une 60aine d'employés. Par exemple, si Michael s'ennuyait un mardi à 15h30, il allait dans son ciné perso et y trouvait un employé qui était là derrière le comptoir, prêt à le recevoir. Le mec était payé à rester là toute la journée, juste au cas où MJ voudrait se faire un film, et même chose pour tous les autres employés à chaque endroit de Neverland. Bien évidemment, tout ça avait un coût estimé à 5 millions de dollars par an pour payer tous les employés et les frais d'entretien. Michael n'était pas le seul à en profiter puisqu'il invitait une fois par mois des enfants malades à venir profiter des joies du lieu. L'endroit devient vite mythique, il accueille le mariage de Elizabeth Taylor et reçoit souvent la visite des plus grandes stars, de Gregory Peck à Marlon Brando. Mais l'état de grâce ne va pas durer. En 1993 et 2005, Neverland est perquisitionné par la police et les soucis financiers du roi de la pop l'obligent à céder en 2008 51% des droits du lieu au fonds d'investissement Colony Capital. Après la mort de Michael, le lieu commence à dépérir, les animaux sont dans un sale état, les attractions sont démontées et envoyées à la casse, les employés fuient à tour de rôle n'étant plus payés, et l'état du parc fait peine à voir quand on repense à sa splendeur passée. L'endroit est à vendre pour 100 millions de dollars, mais personne n'en veut, ce qui pousse Colony Capital à le proposer aujourd'hui pour 67 millions. Kim Kardashian, qui a fêté son anniversaire pour ses 14 ans, pense un moment à le racheter, tout comme Beyoncé ou encore Lady Gaga. Mais finalement, rien ne se fait, et c'est Paris Jackson, la fille de Michael, qui décidera de rénover l'endroit pour lui donner un autre aspect et préserver la mémoire de son père. Avec ses 2 frères, elle possède encore 49% des lieux, et à l'heure de ce tabs, l'endroit n'a toujours pas trouvé d'acquéreur. Un jour, dans une interview, Michael Jackson expliqua qu'il souffrait de la solitude et disait n'avoir aucun ami. Il raconta même qu'il lui arrivait parfois de sortir de Neverland en plein milieu de la nuit, dans l'espoir de croiser quelqu'un et d'engager un semblant de discussion. Cela n'arrivait jamais, et lorsqu'il rentrait chez lui, il pleurait dans son lit, seul. Et c'est sur cette dernière info, qui en dit beaucoup sur le personnage, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et même à exploser le compteur en hommage à MJ, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quelle est ta chanson préférée de Michael Jackson. Genre, s'il devait en rester qu'une, ce serait laquelle? Parmi mes préférés, j'ai pas mal hésité entre Man in the Mirror et Human Nature, mais j'ai finalement opté pour Man in the Mirror. Quel classique! Bon, maintenant il est temps de voter, et pour l'arrivée prochaine d'Halloween, je vous propose un tabs qui change un peu. Vous aurez le choix entre des infos rares sur les extraterrestres, ou sur les fantômes. Choix très compliqué. Alors, dites-moi ce que vous préférez voir la prochaine fois dans les commentaires. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye!